C'est une période dangereuse pour être un cadre bancaire au Japon. La bulle des actifs japonais vient d'éclater et avec elle a entraîné la chute de certaines des plus grandes banques du monde. Alors qu'ils commencent à annoncer des faillites et des saisies, de plus en plus de personnes perdent leur maison et deviennent sans abri. Le gouvernement intervient et injecte des milliards dans ces banques mal gérées pour les sauver. Mais le peuple est laissé pour compte. La colère du public grandit et les responsables bancaires sont devenus l'ennemi public numéro 1. Et même s'ils vont en souffrir un peu, cela ne les empêche pas de préparer quelque chose de grand en coulisses. Et de tout cela, un empire va naître. Deux banques en particulier, autrefois considérées comme rivales, ont transformé cette crise en opportunité et ont pris le contrôle du chaos. La société Sumitomo est l'une des principales sociétés d'investissement et de négoce au monde. Aujourd'hui, leurs tentacules s'étendent bien au-delà de leurs services aux bancaires, pénétrant profondément dans l'ensemble de l'économie mondiale, contrôlant le secteur financier, le secteur de l'énergie, l'industrie de la santé, le divertissement et même la vente au détail. Ce qui a commencé comme une entreprise de fusion de cuivre est devenu un mastodonte de 2100 milliards de dollars. Sumitomo Mitsui Banking Corporation est la 4e plus grande banque du monde en termes d'actifs. Ils contrôlent désormais une partie de chaque secteur de l'économie mondiale. Ces gens ont été de BlackRock, Goldman Sachs, Microsoft et Deloitte, au Forum économique mondial. Ce ne sont pas seulement un conglomérat, ils sont le BlackRock du Japon. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, il y a une bonne raison à cela. Mon Dieu, je me demande qui c'est. Qui diable arrive aussi tard? Puis-je vous aider? Prenez ce que vous voulez, j'ai de l'argent. J'ai beaucoup d'argent. Masatomo Sumitomo est une figure mystique. Même aujourd'hui, ses enseignements guident encore les actions de Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Sa carrière commence de façon non traditionnelle, ici. Mais il y a quelque chose en lui qui l'attire vers l'interdit. La chose que les moines bouddhistes n'ont généralement pas, la dernière fois que j'ai vérifié, l'argent. Dans la ville animée de Kyoto, Masatomi ouvre une boutique pour vendre des médicaments et des livres. Il ne se doute pas qu'il va bientôt faire une découverte qui transformera son entreprise et la fera durer des siècles. Rimon Soga, le beau-frère de Masatomi Sumitomo, apprend les méthodes occidentales de raffinage du cuivre. Il lance l'entreprise, l'extraction du cuivre, qui se poursuit pendant plus de 430 ans. Mais il y a quelque chose de spécial dans l'exploitation minière du cuivre, l'argent. Le beau-frère de Sumitomo, Rimon Soga, développe une technologie de fusion efficace pour extraire l'argent du cuivre, ce qui n'était pas possible auparavant avec la technologie japonaise. Une technologie qui transformera leur magasin traditionnel en un conglomérat valant des milliers de milliards de dollars, avec des marges bénéficiaires plus grasses que les go des investisseurs en capital risque. Sumitomo Mitsui Banking Corporation se lance dans une expansion massive. Il s'étend dans le textile, le sucre et leur commerce initial, la médecine. Mais la soif de Sumitomo va bien au-delà du simple commerce. Le commerce consiste à acheter des produits à quelqu'un et à les vendre à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas produit par vous-même. Le principe commercial de Sumitomo interdisait de gagner de l'argent facilement de cette manière. Vous devez utiliser votre propre force pour obtenir la nouvelle valeur en créant des produits et en les livrant à la société. Bientôt, ils commencent à acquérir et à développer de plus grandes mines de cuivre au Japon. Et plus ils le font, plus ils deviennent importants, jusqu'à devenir un véritable zaibatsu. Les conglomérats les plus puissants du Japon sont appelés zaibatsus. Un zaibatsu est généralement contrôlé et possédé par une seule famille. Comme dans un conglomérat typique,
il y a une grande société holding qui possède plusieurs filiales plus petites. Pendant 200 ans, il domine le secteur de la fonte du cuivre, acquérant de petites entreprises dans la chaîne d'approvisionnement. Mais le chemin pour bâtir un héritage centenaire n'est pas facile et tout ce qui monte doit redescendre. Une révolte prend forme au Japon. Le ressentiment contre le gouvernement Tokugawa au pouvoir ne cesse de croître. Et par extension, les Zaibatsu comme Sumitomo qui soutiennent le gouvernement. Le Japon sombre dans le chaos. Un nouvel ordre est établi. Le Japon est désormais dirigé par un empereur Meiji. Ce remaniement complet du pouvoir sera appelé la restauration Meiji. La seule question est, quel rôle Sumitomo joue-t-il dans ce nouvel ordre ? Et après la restauration Meiji, le Japon a commencé la modernisation du pays lui-même. Et Sumitomo a joué un rôle très important dans cette modernisation grâce à l'exploitation minière du cuivre. En introduisant des technologies de pointe venue de l'étranger, nous avons modernisé l'exploitation minière du cuivre elle-même, en élargissant les opérations d'extraction du cuivre. Ensuite, nous avons développé l'entreprise. Les puissants Zaibatsu sont confrontés à une opportunité unique dans la vie d'un conglomérat. Toutes les entreprises appartenant à l'État et gérées par les shogunats ont été vendues aux plus offrants. Et grâce à mes anciens partenaires commerciaux en Chine, je sais que c'était une période idéale pour gagner des milliards au Japon. Sumitomo saisit l'occasion et achète certaines entreprises d'État, notamment dans l'industrie minière. Sous la direction générale de Taigo Iba, Sumitomo commence à se diversifier dans un secteur incontournable pour tout conglomérat cherchant le pouvoir ultime. Iba crée une division bancaire en 1895 et l'appelle la banque Sumitomo. Les espoirs de la dynastie reposent sur cette banque pour leur apporter une puissance mondiale et l'argent qui l'accompagne. Mais les affaires sont une guerre et l'une des plus grandes batailles approche au sens propre du terme. Il existe une loi qui dit que si vous avez regardé jusqu'ici, vous devez vous abonner et activer les notifications. Je crains donc que vous deviez vous abonner, malheureusement. Et maintenant, profitez de la suite de cette histoire épique. Les Alliés ont remporté la Première Guerre mondiale et le Japon en est sorti victorieux. La banque Sumitomo commence à s'étendre, en séparant certains de ses départements pour en faire de nouvelles entreprises. Ils commencent à mener des prises de contrôle hostiles et à croître encore davantage. Des milliardaires comme Carl Icahn sont de grands adeptes des prises de contrôle hostiles. C'est un excellent outil pour accroître votre argent et votre pouvoir, surtout si vous manquez d'empathie pour l'autre camp. C'est un type d'acquisition où une entreprise, l'acquéreur, prend le contrôle d'une autre entreprise, la société cible, sans l'approbation ni le consentement du conseil d'administration de la société cible. Cela se fait généralement par le biais d'offres publiques d'achat ou de ce qu'on appelle des batailles de procuration. Mais tout comme Carl Icahn, Bill Gates ou Kevin John, Sumitomo Mitsui Banking Corporation se retrouve rapidement confronté à la colère de puissants régulateurs. Dans les années 1930, l'écart de richesse entre le 1% le plus riche du Japon et le reste de la population est si important que les membres fortunés des Zaibatsu japonais jouent dans une catégorie à part. Le gouvernement souhaite peut-être dissoudre les grands conglomérats, mais il a besoin d'eux pour fournir des ressources aux ambitions militaires japonaises. Comme vous le savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a été occupé par le gouvernement américain et on nous a dit démanteler les groupes d'entreprises eux-mêmes, car l'une des raisons pour lesquelles le Japon et les États-Unis étaient entrés en conflit, c'est que les Zaibatsu avaient joué un rôle financier pour soutenir le gouvernement japonais. Tout semble bien se passer pour Sumitomo au début, mais immédiatement après la guerre sino-japonaise, une nouvelle loi est proposée. Cette loi donne au gouvernement le contrôle sur les organisations civiles, les industries stratégiques et même les médias d'information. La famille Sumitomo est dépouillée de sa richesse. En plus, leurs actifs sont décimés par la guerre, ainsi que par l'intervention du gouvernement sur les marchés financiers. Mais s'ils pensent avoir vu le pire, ce n'est que le début. Parce que lorsque le Japon attaquera les États-Unis à Pearl Harbor, ce sera l'enfer sur Terre.
Le 2 septembre 1945, le Japon est mis à genoux et avec lui, les Zaibatsu. Occasion, un monde meilleur émergera. Après la reddition, le Japon est occupé par les puissances alliées, qui considèrent Sumitomo et les autres Zaibatsu comme les principaux catalyseurs de la frénésie inébranlable du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils imposent une série de lois anti-monopole qui démantèlent les Zaibatsu en des centaines, voire des milliers de petites entreprises. Ils vont jusqu'à interdire l'utilisation de leurs anciens noms et leur interdisent de pratiquer la détention croisée d'actions. Il était interdit d'utiliser le nom Sumitomo sous l'occupation de ce gouvernement. La banque Sumitomo est dissoute et réorganisée sous le nom de Banque d'Osaka. Comment affaiblir une puissante dynastie? Premièrement, imposer une taxe de 85% sur tous les biens familiaux imposables. Deuxièmement, ne pas leur permettre de retirer leur argent des banques avant plusieurs années. Troisièmement, attendre que l'hyperinflation japonaise grignote leur argent et fasse le reste. Quatrièmement, et c'est le plus important, les forcer à rejoindre la classe ouvrière et à gagner leur vie comme des gens ordinaires. Vous pourriez penser que l'histoire s'arrête ici, mais l'arc du méchant ne fait que commencer. La Seconde Guerre mondiale a été le catalyseur qui a provoqué le miracle économique du Japon. À cause de la guerre, l'économie japonaise se transforme en une économie moderne. Ils commencent à adopter la technologie étrangère et à imiter les modèles économiques occidentaux. Et en 1952, après la dissolution complète de tous les Zaibatsu, les autorités d'occupation quittent le Japon. Tout vétéran d'Afghanistan sait ce qui se passe ensuite. En 1952, nous avons de nouveau été autorisés à utiliser la marine Sumitomo. Les lois anti-monopole sont assouplies et en un clin d'œil, le groupe Sumitomo est reformé, la banque redevenant la société holding principale. Le conglomérat informel ainsi créé est désormais connu sous le nom de Keiretsu. La principale différence entre un Zaibatsu et un Keiretsu est que ces Keiretsu appartiennent désormais à des actionnaires. Et c'est à ce moment-là qu'un bâtisseur d'empire japonais entre en scène, Shozo Ota. Shozo Ota est reconnu pour avoir transformé la Sumitomo Bank, qui était une banque familiale, en la Sumitomo Mitsui Banking Corporation moderne. Comment a-t-il fait cela? Il existe différents styles de leadership en affaires, et celui de Shozo Ota est ce que l'on appelle un style de leadership autoritaire. Honnêtement, en fait, c'est quelque chose que j'ai vu assez souvent dans certaines des meilleures startups avec lesquelles j'ai travaillé en tant qu'investisseur providentiel. Cela ne crée pas une culture de travail conviviale, mais pour les résultats financiers, ça fonctionne totalement. Plus de prêts, plus d'investissements, plus de croissance. Mazda a inventé un nouveau moteur à combustion. Il est plus efficace que le moteur à piston car il utilise des rotors au lieu de pistons. Alors Mazda approche Shozo à la Sumitomo Bank pour obtenir des fonds afin de produire en masse leur nouvelle invention. Ils obtiennent le financement, mais comme tout mécanicien semi-professionnel le sait, le moteur rotatif Wankel ne devient pas un grand succès. Au contraire, cela a failli faire couler toute l'entreprise. C'est dans ces moments-là que le vrai caractère se révèle, et l'autoritaire Shozo prend une décision qui pourrait en surprendre certains. Au lieu de laisser tomber Mazda et d'abandonner l'entreprise, Shozo les rapproche encore plus et les soutient personnellement dans leur réorganisation. L'économie japonaise est sur le point de décoller et un marché d'acheteurs émerge. S'il avait essayé de limiter les pertes en permettant à l'entreprise de faire faillite, la banque aurait presque certainement perdu d'importants clients au profit de la concurrence. Mais maintenant, il monte en flèche, jusqu'à ce qu'il rencontre McKinsey. Alors que la banque s'est déjà imposée comme la plus grande banque du Japon en termes de dépôts, sa base industrielle au Kansai commence à se détériorer. Une fois de plus, Shozo Ota est mis à l'épreuve et sa recherche de solutions le pousse à faire appel au cabinet de conseil américain McKinsey & Company.
McKinsey revient avec son diagnostic. La banque est trop bureaucratique, ce qui ralentit la chaîne de commandement et entraîne un mauvais service client. Il propose une répartition de la banque en divisions semi-autonomes qui fonctionneront sans l'ingérence du président de la banque. La banque est divisée en 4 divisions, dont l'une est la division internationale. Et c'est cette division qui donnera à Sumitomo la puissance internationale qu'elle possède aujourd'hui. Ils achètent la banque suisse Banca del Gottardo en février 1984, ce qui en fait la première banque japonaise sur les marchés étrangers, un petit avant-poste qui les aidera à bâtir un empire. Kokomatsu est l'actuel dirigeant de la banque Sumitomo. Il va tenter l'un des coups les plus épiques du monde des affaires. Mais d'abord, il fusionne tranquillement Sumitomo avec la banque Eiwa Sogo, une banque qui possède 100 agences qui ferment à 19h, soit 4 heures plus tard que les autres banques. La fusion propulse Sumitomo au rang de deuxième plus grande banque urbaine du Japon, juste derrière la Dai-ichi Kangyo Bank. Après avoir conquis le marché local, Komatsu vise maintenant les gros poissons anglophones. Dans une démarche qui aurait semblé impossible, Goldman Sachs a annoncé un accord historique avec la Sumitomo Bank. Le conglomérat japonais investirait 500 millions de dollars dans la société, devenant ainsi un associé commanditaire. Les participations initiales de Sumitomo sont principalement sous forme de dette, mais elles se convertissent finalement en une participation de 12,5% dans le capital et permettent à Sumitomo de partager les bénéfices annuels de Goldman Sachs. La Sumitomo Bank est enfin arrivée sur la scène internationale, mais elle s'apprête à affronter le plus grand géant, le gouvernement américain. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a exactement 20 ans, la crise financière asiatique a frappé, révélant la faiblesse des soi-disant tigres asiatiques. Le titre, le miracle économique de l'Asie de l'Est, n'existait plus. La croissance de l'économie japonaise de 1950 à 1990 a été citée par beaucoup comme un miracle économique. Mais même les plus grands orgasmes ont une fin, et celui-ci arrive avec le début de la décennie perdue. À la fin des années 1980, l'économie japonaise connaît une bulle spéculative d'une ampleur massive. Comme l'explique l'économiste Paul Krugman, les banques japonaises prêtaient plus en se souciant moins de la qualité de l'emprunteur que n'importe qui d'autre. Ce faisant, elles ont contribué à gonfler l'économie de bulle jusqu'à des proportions grotesques. La Banque du Japon tente de maîtriser l'inflation et relève fortement les taux d'intérêt interbancaires à la fin de 1989, et là, tout part en vrille. Cela provoque l'éclatement de la bulle et le krach du marché boursier japonais. Les prix des actions et des actifs chutent, laissant les banques et compagnies d'assurance japonaises trop endettées avec des bilans remplis de créances douteuses. S'ensuivent des plans de sauvetage, des consolidations et une croissance du produit intérieur brut de seulement 1,14% par an de 1991 à 2003, la banque Sumitomo étant la 3e plus grande banque du pays est durement touchée. Mais il y a plus que ce que l'on voit. L'ancien président de la banque Sumitomo, Isoda, et un autre complice ont organisé des prêts illégaux à des spéculateurs boursiers. Et leurs erreurs leur reviennent en pleine figure lorsque Sumitomo doit passer par pertes et profits 100 milliards de yens de prêts douteux. La banque subit des dommages irréparables, mais ce n'est même pas le pire. Le public perçoit de plus en plus les banques comme des ennemis. En conséquence, les actes de violence contre les employés de banque augmentent. À un moment donné, Soto Tatsumi, le président-directeur général de la banque Sumitomo, reçoit 4 menaces de mort. Et puis, cela arrive. Lorsque le directeur de leur agence de Nagoya est abattu d'une balle dans la tête, la banque comprend qu'il est temps de prendre les choses au sérieux. Comment sauver une banque en difficulté ? Première étape, passer par pertes et profits des prêts douteux s'élevant à des dizaines de milliards de dollars. Deuxième étape, accepter une injection massive de capitaux par le gouvernement. Troisième étape, avec votre trésor de guerre nouvellement rempli, racheter un concurrent. C'est ce que fait Sumitomo en achetant la banque Mitsui, vieille de 400 ans, afin d'atteindre son stade de développement final. Sumitomo Mitsui Banking Corporation
la banque qui possède désormais une part dans chaque secteur du monde. La fusion des deux banques n'apporte pas de solution immédiate à leurs problèmes. Elles ont passé par pertes et profits des milliards de dollars au total. Tout ce dont elles ont besoin, c'est d'un petit coup de pouce supplémentaire en capital. Et devinez d'où vient cette injection de capital? De Goldman Sachs. Vous vous souvenez de l'investissement de 500 millions de dollars dans Goldman Sachs? Oui, ils ont besoin de récupérer cet argent maintenant. Alors, ils vendent pour environ 500 millions de dollars d'actions Goldman Sachs afin de lever des fonds pour radier des prêts non performants. Cependant, cela ne suffit pas. Alors, ils se tournent vers leur filiale avec un objectif, une fusion inversée. Pendant mon expérience dans les fusions et acquisitions, j'ai eu l'occasion de m'intéresser pas mal aux fusions inversées. Il s'agit d'acquisitions de sociétés cotées par des sociétés privées afin de lever des fonds pour la société cotée tout en contournant le processus long et compliqué d'introduction en bourse. Ainsi, Sumitomo Mitsui Banking Corporation se tourne vers Waka Shio Bank, une petite banque filiale mais qui possède suffisamment d'actifs et de bénéfices pour lancer le processus. La fusion inversée réussie dissout Waka Shio Bank et fournit à Sumitomo Mitsui Banking Corporation les ressources dont elle a tant besoin pour se développer. Et à partir de là, tout devient possible. Sumitomo Mitsui Banking Corporation met en place une série de mesures qui la placent sur la voie d'une domination mondiale. Aujourd'hui, nous détenons 40% de parts de marché aux États-Unis. Nous travaillons avec presque tous les principaux secteurs pétroliers et gaziers du monde. En tête de liste figure l'acquisition stratégique d'entreprises prometteuses. Citigroup transférera jusqu'à 200 banquiers à Sumitomo Mitsui Financial. Ils poursuivent en achetant Citigroup Japon, devenant ainsi Sumitomo Mitsui Banking Corporation Nikko Securities. Cela devient la troisième plus grande société de courtage en valeurs mobilières au Japon. Ils poursuivent ensuite en achetant la plus grande société de location d'avions au monde, Royal Bank of Scotland Aviation Capital, avec un total de 453 avions et 200 autres avions Boeing et Airbus. Ils possèdent également plusieurs banques en Asie de l'Est, sont impliqués dans plusieurs initiatives liées à la blockchain, à l'intelligence artificielle et même à Tokyo Disneyland. Mais ils ne sont pas arrivés à ce niveau simplement par chance. Derrière ces grandes salles aux murs de verre, ils ont collaboré avec un gang dangereux. Le gouvernement pense qu'ils ont travaillé avec les Yakuzas malgré une loi qui leur interdit de le faire. Bien qu'ils ne soient pas inculpés et qu'ils répondent en dressant leur propre liste de membres des Yakuza qui ne devraient pas travailler avec la banque, leur image est ternie. Mais avant même qu'ils ne s'en remettent, un autre scandale éclate. Les procureurs de Tokyo ont arrêté 4 cadres supérieurs de Sumitomo Mitsui Banking Corporation Nikko Securities pour une présumée manipulation boursière. Des employés de Sumitomo Mitsui Banking Corporation Nikko Securities sont arrêtés pour présumé délit d'initié. Ils ont divulgué des informations sur des offres publiques d'achat concernant une offre de rachat par une maison de négoce de vin avant que l'offre ne soit inscrite à la bourse de Tokyo. Le directeur adjoint de la banque d'investissement est arrêté et condamné à 2 ans de prison. En conséquence, la bourse de Tokyo inflige à Sumitomo Mitsui Banking Corporation Nikko Securities une amende de 80 millions de yens. Une goutte d'eau dans l'océan pour ce conglomérat, mais ces grandes entreprises ont une façon de se protéger de l'effondrement. Et Sumitomo Mitsui Banking Corporation a maîtrisé cet art. La banque possède désormais des actifs totaux de 1,9 milliard de dollars, avec des bureaux dans plus de 40 pays. Il possède ainsi plus de 800 filiales couvrant tous les secteurs de l'économie mondiale. De l'énergie aux entreprises de médias, des chaînes de supermarchés à l'automobile, et même des compagnies d'assurance et d'autres banques. Quoi que vous sachiez sur BlackRock, Sumitomo Mitsui Banking Corporation en est la réplique asiatique, et ceci n'est que leur histoire d'origine. Le reste arrive. Maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo sur le BlackRock du Japon, pourquoi ne pas regarder notre vidéo sur le vrai BlackRock et sur le géant de la finance Larry Fink à la tête de ce monstre?